La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette année à l'identité, le philosophe Fred Pochet évoque le malaise identitaire en contexte post-colonial. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et tout d'abord, bonne année 2023. De notre point de vue, une bonne année, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de découvertes littéraires, philosophiques. Nous ouvrons aujourd'hui le 3e épisode de notre série consacrée à série philosophique. Nous avons vu lors des 2 premières saisons, si je puis dire, le corps dans tous ses états, le rire et l'humour, et nous allons aborder cette année le thème de l'identité. Alors, le cycle va se dérouler en 3 temps, comprenant chacun 2 conférences. Le premier moment sera plutôt tourné vers la philosophie politique, la philosophie sociale, la question de l'identité collective, du nous. Le deuxième moment sera plus épistémologique, philosophie de l'esprit. Là, nous aurons des conférences sur le lien entre cerveau, mémoire et identité, mais également sur les liens entre hérédité et identité. Et le troisième moment, les 2 dernières conférences, porteront, elles, sur, disons, plus classiquement sur l'identité personnelle, sur la métaphysique de l'identité et sur les racines philosophiques de la conception moderne de l'identité. Alors, tout au long de ces 6 conférences, nous allons nous interroger donc, sur l'identité collective, l'identité individuelle, et nous nous demanderons si l'identité est une donnée ou une construction, si elle est un destin ou une aventure. Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fred Pochet, qui nous a fait l'honneur de commencer le cycle. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Vous êtes également membre du laboratoire recherche en psychopathologie et psychanalyse, qui est un laboratoire multisite qui implique plusieurs universités, Angers, Rennes et Poitiers. Vous avez publié en 2021 au bord de l'eau, une maison d'édition girondine, si ma mémoire est bonne, Le malaise identitaire, postcolonialisme, philosophie et psychanalyse. Alors dans cet ouvrage, vous faites la généalogie de courants contemporains que sont les courants postcoloniaux ou décoloniaux. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas du tout la même chose, ou en tout cas, il y a d'importantes différences dans la mesure où les racines historiques sont différentes. Et vous faites également une analyse des tensions très vives, des polémiques très vives autour de des discussions sur ces courants que vous employez l'expression de malaise identitaire et d'autres parlent de repli ou de crispation identitaire. Alors, 2 questions donc, auxquelles on va sans doute tenter de répondre aujourd'hui. Comment surmonter ce malaise et pouvons-nous décrisper l'identité ? Merci beaucoup et merci de votre accueil à toutes et tous. Alors je ne vous vois pas forcément, mais bon, je vous devine et je suis très honoré de votre présence. Donc je vais aborder la question de l'identité avec évidemment en toile de fond les questions qui ont été soulevées tout à l'heure. Vous savez que depuis quelque temps on évoque la mémoire de l'esclavage, qu'on évoque la mémoire de la colonisation, que certains parlent même de mémoire blessée. Donc c'est tout ce retour en quelque sorte, peut-être certains diraient du retour du refoulé, eh bien a un impact sur notre société, produit aussi des tensions. Et on pourrait dire que émergent en même temps ce qu'on appelle les post-colonial studies et puis les estudios de coloniales. Je le dis à la fois justement en anglais et aussi en espagnol, parce que vous verrez que ça donne des courants qui sont différents, les courants pour les questions postcoloniales et pour le décolonial. Ça donne des approches différentes et souvent elles sont confondues dans les médias, dans les approches qui sont faites ici ou là. C'est important de les repréciser. Ce qu'on voit, c'est que il y a bien sûr des inquiétudes qui se font, des inquiétudes qui sont marquées par un vocabulaire. Alors on va utiliser le mot montée ou développement de l'idéologie. Certains vont parler d'islamo-gauchisme ou de cancel culture.
la culture de l'annulation ou de wokisme. Vous voyez tout ce vocabulaire qui apparaît dans les médias depuis déjà quelques années maintenant et qui crée des tensions, des inquiétudes aussi près de certains citoyens. Et puis de l'autre côté, si je puis dire, il y a les réactions de certaines personnes, je dirais héritières de l'immigration par exemple, et qui évoquent un racisme systémique, qui parlent d'un privilège blanc, qui parlent aussi de colonialité, comme d'une colonisation qui se poursuit mais autrement. Et donc derrière, il y a des souffrances, des incompréhensions, et le travail que j'ai essayé de faire dans le malaise identitaire et que je vais essayer de développer brièvement avec vous, puisque nous avons après l'intérêt, ce sera d'échanger, eh bien c'est d'essayer de voir comment on peut sortir un peu de cette tension et peut-être se donner des espaces de ralentissement, comme ici, c'est un moyen peut-être de sortir un peu des crispations pour essayer de pointer qu'est-ce qui pose problème et comment pouvons-nous avancer ensemble, peut-être sans être dans l'invective ou sans être dans la simplification de la position des autres. Donc je vais développer trois points. D'abord, je vais situer la différence qu'il y a entre les études postcoloniales et les études décoloniales, pour qu'on comprenne bien que les filiations philosophiques ne sont pas les mêmes. Ensuite, je vais m'arrêter plus sur trois auteurs, mais ce sera très rapide, qui sont les trois figures principales du courant dit postcolonial. Et dans un troisième temps, alors je montrerai, je développerai quelques éléments critiques par rapport à ce qu'on appelle les études décoloniales, même si je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ces courants-là. Et ensuite, j'essaierai d'aborder, toujours en gardant comme toile de fond ou comme fil la question de l'identité, comment on peut appréhender l'identité sans être complètement dans une approche figée de l'identité, tout serait verrouillé, mais sans être complètement du côté de ce que certains pourraient appeler une identité liquide, où à la limite on choisit tout, etc. Donc voilà un peu le programme que je vous propose, et après évidemment avec grand plaisir nous pourrons échanger, sachant qu'un intervenant, voilà, c'est quelqu'un qui a un peu travaillé une question, mais que vous avez tous des savoirs, des compétences, et que je m'enrichis aussi des interventions de ceux qui viennent dans les conférences que je peux donner par rapport à ce sujet. Commençons donc par le premier point. 1970, dans les années 1970, il est question déjà de postcolonial. On évoque cette dimension, mais il s'agit d'une dimension historique. C'est-à-dire qu'en fait, le mot postcolonial, lorsqu'il est utilisé à cette époque-là, n'a pas de connotation idéologique. C'est une situation qui fait que cela arrive après la colonisation. Et donc, à partir de là, vous avez un certain nombre de recherches qui se font, mais plutôt de type historique. 10 ans après, donc dans les années 80, on commence à appréhender les choses un peu différemment, et vous avez d'anciens colonisés, ou tout du moins des chercheurs, des intellectuels qui viennent de pays qui ont été colonisés, qui eux commencent à faire des recherches assez importantes aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Canada, dans un certain nombre de pays, y compris en Afrique, où justement il y a une volonté de dépasser les disciplines, de dépasser les frontières. On voit bien que très souvent, ces intellectuels-là traversent les frontières physiquement, personnellement, puisqu'ils vont dans d'autres pays, parfois pour y enseigner, pour y rester. Donc ils ont dépassé les frontières, mais ils dépassent aussi les frontières disciplinaires. D'où peut-être parfois la difficulté à savoir où ils se situent. Sont-ils historiens, sont-ils philosophes, sont-ils théoriciens de la littérature, etc. Et parfois ils sont un peu tout ça. Schématiquement, on pourrait dire qu'il y a trois soucis qui intéressent ou qui préoccupent les recherches postcoloniales de ces intellectuels ou de ces chercheurs. Le premier, ça va être le questionnement de l'hégémonie de la pensée et du savoir occidental. Donc, l'hégémonie de la pensée et du savoir occidental. Donc, questionnement critique, on pourrait dire, par rapport à ça. Le deuxième, c'est essayer de donner de la place, ou davantage de place, à l'histoire et à la culture des pays qui ont été colonisés.
donner davantage d'histoire, de place à ces savoirs qui parfois ont été niés, mis de côté. On pourra y revenir peut-être dans l'échange. Et puis enfin, c'est de faire une archéologie culturelle du fait colonial. On essaie de lancer le filet assez loin pour essayer de comprendre quelle est la situation d'aujourd'hui et comment nous sommes arrivés à cette situation-là. Ce qui me semble intéressant, c'est peut-être un premier point d'attention, c'est que nous avons affaire à des auteurs qui sont très critiques par rapport à l'Occident, comme vous pouvez le remarquer si vous avez lu des articles ou lu des textes par rapport à ça. Et en même temps, ils ont comme point de repère des philosophes occidentaux. Et en fait, les références philosophiques de ces auteurs qui sont très critiques par rapport à la pensée occidentale, ce sont les courants qu'on appelle structuralisme ou post-structuralisme. Je reviendrai sur au moins le deuxième terme tout à l'heure. Alors, je peux noter des noms, évoquer Barthes, Althusser, Foucault, Lyotard, Derrida, etc. Tout ça, ces noms renvoient à des pensées qui étaient aussi critiques par rapport à la pensée occidentale et qui vont faire écho chez ces auteurs-là, qui vont se les réapproprier. Dans le deuxième courant que j'ai évoqué, à savoir les estudios decoloniales, les études décoloniales, on part non plus, je dirais, de pays qui ont été, je dirais, en gros colonisés par les milieux anglo-saxons, par une colonisation par les Britanniques, mais plutôt on va du côté de l'Amérique latine. Et c'est ça peut-être qui parfois n'est pas suffisamment vu. C'est-à-dire, en fait, ça vient d'auteurs, les études décoloniales, ça vient d'auteurs qui réfléchissent plutôt à partir de la situation d'Amérique latine. Alors, je pourrais vous donner, je ne vais pas donner toute une liste, mais Enrique Dussel, par exemple, qui est une grande figure, Walter Mignonneau, Ramon Grossfogel, etc. Là, ces noms sont peut-être moins connus, mais ils commencent à être traduits en France. Et donc, sous cet angle-là, dans cette approche-là, ce qui va être le moment déclencheur, c'est la conférence de Bandung, c'est-à-dire en 1955, où il y a un certain nombre de personnes, de représentants de 29 pays du tiers-monde qui se retrouvent et qui essaient d'affirmer clairement leur non-alignement par rapport aux deux blocs que sont les États-Unis et l'URSS. Quelques années après, est créé en Amérique latine un groupe, en 1990 plus précisément, un groupe qui s'appelle Modernité-Colonialité. Modernité-Colonialité. Et ce groupe-là essaie de développer une thèse, ou plusieurs thèses d'une certaine façon, dans l'esprit de la philosophie de la libération. Philosophie de la libération qui va aussi avec certains mouvements chrétiens, puisqu'on est en Amérique latine et le christianisme a une place importante, qu'on appelle la théologie de la libération. On pourra y revenir dans l'échange si vous voulez. Les points qui sont développés dans cette approche-là, c'est la promotion de ce qu'ils appellent une transmodernité. Cette transmodernité, elle est comprise comme l'achèvement du processus de décolonisation du XXe siècle. Parce qu'il y a cette idée que justement la colonisation, d'une certaine façon, mais dans une autre manière, elle continue encore aujourd'hui. Donc, premier point. Deuxième point, une certaine critique du concept eurocentrique de raison. Il y a d'autres manières de penser la raison que simplement la raison occidentale telle qu'elle est développée, par exemple, par Descartes. Et c'est pour ça que vous retrouverez une critique assez forte de Descartes dans cette pensée-là. Troisième élément, la mise en valeur des cultures minorisées. Vous savez très bien qu'en Amérique latine, il y a ce qu'on appelle globalement, c'est évidemment une vision très, très large et trop restrictive, les Indiens, et qu'il y a beaucoup de cultures à l'intérieur de ce continent, et souvent ces cultures ont été minorisées, donc il y a une volonté de prendre en compte justement ce savoir face à ce que certains appelleront une injustice épistémique. Le fait de l'épistémie concernant le savoir, le fait de ne pas reconnaître justement la force et la puissance de ces savoirs et l'intérêt de ces savoirs.
Ensuite, quatrième élément, c'est le rapport entre la philosophie et les luttes sociales, le fait que la philosophie n'est pas simplement pour interpréter, comme aurait dit quelqu'un, le monde, mais pour essayer de transformer les injustices sociales qui sont vécues par les personnes en situation soit de pauvreté, soit en situation de minorité. Souvent, ce sont les mêmes dans ces pays-là notamment. Et puis enfin, le développement d'une pensée critique. Il faut savoir, j'évoquais Enrique Dussel, que quelqu'un comme ce philosophe-là, qui a écrit peut-être, je ne sais pas, 80 livres, enfin c'est assez impressionnant, eh bien, ce philosophe-là a été formé notamment par l'école de Francfort, en Allemagne, ce sont des philosophes, enfin c'était des philosophes, mais elles se construisent ou elles se continuent encore aujourd'hui, qui développaient une approche critique, pourrait-on dire, une posture critique, pas simplement une interprétation. Ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'histoire, c'est-à-dire que lorsque vous regardez les philosophes post-coloniaux que j'évoquais tout à l'heure, ils repartent plutôt du XIXe siècle, l'industrialisation et la colonisation. Lorsque vous regardez le mouvement décolonial et les penseurs décoloniaux, eh bien, eux, ils lancent le filet beaucoup plus loin. Ils partent plutôt de la naissance du capitalisme, qu'ils ne vont pas situer au moment de l'industrialisation, mais au moment de 1492, c'est-à-dire en fait au moment de la découverte, entre guillemets, bien sûr, ils n'utilisent pas ce terme, de la découverte de l'Amérique. Et notamment, non seulement la découverte de l'Amérique, mais aussi l'expulsion des musulmans et des juifs d'Espagne, en fait. Donc les points vont en même temps. Donc là, on a affaire, à partir de ce courant-là, à une autre lecture de l'histoire qui s'inscrit de façon beaucoup plus profonde que celle des courants post-coloniaux, encore une fois, et qui vont insister notamment sur le concept de colonialité, avec cette idée qu'il y a eu la colonisation, qui a eu des incidences évidemment politiques, militaires, etc., mais que même après la colonisation, dès lors que les peuples ont pris leur indépendance, se maintient quelque chose de l'ordre de ce qu'ils appellent la colonialité. Alors ils vont parler, et ça a été développé par différents auteurs, la colonialité du pouvoir, la colonialité du savoir, la colonialité de l'être, la colonialité du genre, de la nature, etc. Parce que vous avez aussi des courants écologiques très forts qui se développent depuis quelques années par rapport à ça. Donc on voit bien avec ces courants-là qu'on a affaire à une posture aussi critique par rapport à la pensée occidentale dominante, à l'hégémonie de la pensée occidentale. Et on va retrouver les mêmes craintes par rapport à ce courant-là. C'est-à-dire, en fait, certains vont leur reprocher d'ethniciser la société, ou de s'attaquer aux Lumières, d'américaniser la société, et donc d'américaniser la vie publique, de mal se positionner du point de vue des théories féministes, parce qu'on a affaire à d'autres courants aussi que le féminisme traditionnel universaliste, pourrait-on dire. Et vous avez même certains qui vont parler, je pense à Pierre-André Taguieff, qui vont parler de maladie sénile de la gauche intellectuelle contemporaine. Donc vous voyez, il y a le vocabulaire qui est utilisé est souvent très fort, souvent très polémique, et ce que je m'efforce de faire, mais peut-être que même en faisant cela, je peux choquer l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, parce que le débat est sensible, c'est d'essayer non pas de raccorder parce que les tensions sont très très fortes, mais de dire, bon, est-ce qu'on peut un peu objectiver qu'est-ce qui peut être intéressant de regarder chez ces théories-là, et à quel moment on peut entrer dans une posture critique, mais en respectant les personnes avec lesquelles on est en désaccord. Donc, contrairement au mouvement décolonial, on a affaire à comment dirais-je, le mouvement décolonial plus précisément va reprocher aux postcoloniaux d'être encore trop marqué par la pensée occidentale, puisqu'il s'appuie sur des philosophes comme Derrida, comme Foucault, etc., alors qu'il s'agit au contraire d'aller voir ailleurs et de faire émerger des auteurs, des philosophes, qui parfois, pour nous, sont peu accessibles parce qu'ils ne sont pas traduits pour le grand public, mais qui sont des grands auteurs et qui vont aider à penser la réflexion qu'ils évoquent. Ça, c'était pour mon premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est si on revient à la question du post-colonial,
et plutôt plus précisément au courant qu'on appelle, qui renvoie aux études postcoloniales, j'aurais presque envie de dire avant ça en préambule, c'est qu'il faut penser comme Souleymane Bachir Diagne, qu'il faut penser, qui est un philosophe africain tout à fait stimulant, de façon plurielle. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas dire le courant postcolonial ou le courant, vous voyez, c'est quand on met au singulier, parfois, c'est problématique. Parce qu'il y a une diversité, parce que ce sont des études, et à l'intérieur de ces études postcoloniales, il y a des débats, des confrontations, des désaccords, etc. Donc je donne les grandes lignes, mais sachant qu'à l'intérieur de ces grandes lignes-là, il y a des débats, il y a des confrontations qui sont assez fortes. Je reprends 3 figures, assez brièvement, 3 figures essentielles. Certains parlent de la Sainte Trinité du postcolonial. 3 figures de ce courant. Le premier, c'est Saïd. Le deuxième, c'est Spivak. Et le troisième, c'est Baba. Alors, je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, je vais y revenir. Premier élément, donc première figure, qui est celui qui va enclencher certainement la réflexion postcoloniale, c'est Édouard Saïd. Édouard Saïd, donc, qui est né en 1935 et qui est mort en 2003, et qui est profondément marqué par la question de l'exil. Et donc toute sa réflexion, c'était un théoricien de la littérature, toute sa réflexion sera sur la question de l'exil, et on voit bien que derrière la question de l'exil, il y a la question de l'identité, qui n'est jamais très loin, et qui fait qu'il va toujours se sentir entre deux mondes, en disant même, quelquefois, c'est comme une plaisanterie de ses parents de l'avoir appelé Édouard. Édouard Saïd, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une tension dialectique à l'intérieur même de sa propre identité. Donc, si vous voulez, il est élevé un peu comme un occidental. D'ailleurs, il va apprendre le piano avec sa mère, et il apprend la littérature, il va faire une thèse sur Conrad, etc. Et puis en 67, au moment de la guerre des 3 jours, il va au contraire, soudain, s'intéresser à la pensée arabe, à la philosophie arabe, et donc il va lire un certain nombre d'auteurs. Je pense à Ibn Khaldoun, par exemple, je pense à Taha Hussein, je pense à Naguib Mahfouz, etc. Enfin, des grandes figures de la pensée arabe, des personnes très, très, très ouvertes, très critiques, qui ont une posture critique, et qui font qu'il va essayer de créer des ponts, en quelque sorte, entre ces deux pensées, en disant c'est comme s'il avait mis de côté pendant tout un temps cette culture-là. Il est plutôt... Alors, il se sent toujours un peu entre deux. D'ailleurs, il dit qu'il faudra qu'il attende les années, qu'il ait 50 ans à peu près pour se sentir vraiment à sa place. Donc, vous sentez qu'il y a une souffrance, en fait, qui va se vivre. Il est de culture protestante, mais dans un comment dirais-je, un contexte musulman. Il est arabe, mais voilà, il est beaucoup en contact avec des intellectuels occidentaux, etc. Bon, il sera toujours un peu entre deux. Et ce qui est intéressant, c'est que son ouvrage, phare, si je puis dire, s'appelle Orientalisme. L'orientalisme. L'orientalisme, donc, est un ouvrage qui paraît en 78 et qui est marqué par la pensée de Michel Foucault. C'est-à-dire qu'en fait, Michel Foucault est un philosophe qui a écrit notamment l'archéologie du savoir, qui a écrit ce petit bijou, si je puis dire, qui s'appelle l'ordre du discours, où il articule, où il réfléchit sur le rapport entre discours et pouvoir. Et ça va intéresser Édouard Saïd. Au moins dans un premier temps, par la suite, il prendra des distances critiques. Mais en tous les cas, ça va l'intéresser sur ce rapport entre savoir et pouvoir. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est que toute la littérature, mais aussi l'art pictural, etc., donc d'autres domaines, a consisté à présenter en tous les cas une certaine image du monde arabe. Et donc il essaie d'interroger, de questionner cette image qui est construite et qui est une image parfois monolithique, parfois caricaturale de l'autre, en fait. Le pendant que vous avez en France, c'est Todorov, Nous et les autres, qui est un ouvrage aussi tout à fait passionnant, parce qu'il essaie de penser le regard des écrivains français sur les autres, sur les étrangers. Alors, Édouard Saïd est un peu pionnier par rapport à ça. Comment on se représente le monde, nous, comme occidentaux, comment on se représente le monde arabe, surtout lorsque on est imprégné de la culture, d'une culture occidentale, alors qu'il s'agisse de la littérature, de l'art pictural, etc.
cela nous conduit à une approche qui va sortir d'une conception figée et statique de l'identité. Au contraire, il y a cette idée que l'identité est une construction. Pour Édouard Saïd, l'identité est une construction, donc elle n'est ni naturelle ni stable, mais elle résulte d'une construction intellectuelle et même parfois inventée de toutes pièces. Je fais référence à certains auteurs qui ont parlé de l'invention de la tradition. Donc voilà un premier point sur lequel évidemment on pourrait s'arrêter plus longuement, mais une réflexion d'Édouard Saïd qui va donner l'impulsion des études postcoloniales. Deuxième figure, alors Spivak, son prénom c'est Gayatri Chakravarti, alors dit Gayatri Chakravarti Spivak, qui est une autrice ou une philosophe d'origine indienne, et qui donc est née en 1942, l'année de la grande famine en Inde, et qui va s'intéresser aussi beaucoup aux questions postcoloniales, avec un regard sur les femmes du milieu du tiers-monde. Et la référence philosophique, j'évoquais Michel Foucault tout à l'heure, la référence philosophique de Gayatri Chakravarti Spivak, c'est Jacques Derrida. En fait, Jacques Derrida, on dit très souvent qu'il est très connu aux États-Unis, et c'est vrai, et il est connu aux États-Unis aussi parce qu'il y a eu un livre majeur de ce philosophe qui a été traduit justement par Gayatri Chakravarti Spivak, c'est De la grammatologie, un ouvrage 1967, qui est un ouvrage important de réflexion sur l'écriture. Bon, je n'entre pas dans les détails ici. Et donc, ce qui va être en toile de fond de la réflexion de Spivak, c'est le courant, on pourrait dire, post-structuraliste. Et vous pensez ici, et je vais en dire deux mots évidemment, vous pensez que Derrida peut être mis dans ce courant-là. Qu'est-ce qui caractérise ce courant? Et je dis deux mots sur la déconstruction qui aujourd'hui donne objet à des débats, parce qu'il y a eu des colloques qui ont fait des polémiques, etc. On y reviendra peut-être dans l'échange. Donc, premier élément, une certaine idée de l'identité. Il y a 4 éléments que je vais souligner sur ce qu'est l'approche post-structuraliste à laquelle se réfère Spivak. Une certaine idée de l'identité, c'est en fait, on se méfie d'une identité qui serait trop substantielle, pensée comme quelque chose de figé. Oui, arrêt sur l'image, ça c'est mon identité, je n'en bouge pas, je reste toujours comme le même en fait. Au contraire, il y a cette idée que l'identité n'est pas figée. On pourrait citer d'ailleurs l'archéologie du savoir. Michel Foucault, au tout début de ce livre-là, dit « Ne me demandez pas qui je suis, ne me dites pas de rester le même, c'est une morale d'état civil. Elle régit nos papiers. Qu'elle nous laisse libres quand il s'agit d'écrire. » Alors évidemment, il le fait par rapport à son livre et par rapport à lui-même, mais on voit bien que c'est un peu dans l'esprit en fait, de ce positionnement-là. Donc une conception très de l'identité comme flux, comme processus. Deuxième élément, une mise à distance par rapport aux positions structuralistes. Les positions structuralistes, notamment, s'intéressaient à la langue en elle-même et pour elle-même. La position post-structuraliste, elle s'intéresse au discours. Et vous voyez, comme je l'évoquais tout à l'heure, le rapport entre discours et pouvoir, c'est quand même très très fort, cette histoire-là. Donc, cette articulation va beaucoup intéresser ce courant-là. Troisième élément, une critique de l'universalisme. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de développer ici que quand on dit universel ou universalisme, en France, tout de suite, il y a aussi une levée de bouclier, mais il faut bien s'entendre de quel universalisme on parle, parce qu'il y a l'universalisme singulier, l'universalisme concret, l'universalisme abstrait, etc. Et très souvent, évidemment, ce qui est pointé, c'est ce qu'on appelle l'universalisme abstrait, c'est-à-dire en fait celui dont Édouard Glissant disait qu'il nous défigure. Pourquoi ? Parce que justement, c'est au nom de cet universalisme-là qu'on a imposé en quelque sorte occidentaux notre culture. Le processus de colonisation. Rappelez-vous Jules Ferry qui disait « c'est notre devoir, nous, pays civilisés, race supérieure, d'aller apporter la culture aux races inférieures ». Donc il parlait en ces termes-là. Donc forcément, c'était non pas
par mépris, mais par une certaine idée qu'il avait de l'universalisme. Donc il y a eu des courants, et notamment ce courant-là, qui se sont efforcés de porter une critique de l'universalisme en questionnant ce que Jacques Derrida appellera la mythologie blanche. La mythologie blanche, c'est en fait lorsque l'on prend son propre discours pour étant le discours de référence universel, en fait. Quatrième élément, la critique qui est faite, et là aussi ça revient beaucoup aujourd'hui, mais avec des simplifications, c'est le problème parfois de la surmédiatisation de termes qui émergent comme ça, les signifiants maîtres, comme diraient mes collègues psychocliniciens, c'est la logique binaire. La logique binaire. Et là, évidemment, ça va tout droit du côté de l'articulation avec la déconstruction. J'en dis deux mots sur ce mot-là, parce qu'évidemment, quand on entend déconstruction en France, souvent on pense destruction. C'est presque, on va lier parfois les deux. Donc on entend déconstruction et ça fait peur, évidemment. Hein, ça inquiète. On dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos sociétés ? On perd nos valeurs, ou on perd ce qui fait l'identité ou l'originalité de notre société. Or, alors on peut critiquer la déconstruction, on y reviendra peut-être dans l'échange, mais j'aimerais dire quelques mots par rapport à ça. La déconstruction, elle est portée par Jacques Derrida. Elle est portée par Jacques Derrida et Derrida disait « la déconstruction, c'est ce qui arrive ». Parce qu'à chaque fois, il essayait de refuser de donner une définition. C'est ce qui arrive. Comme par exemple, quand il prendra cette illustration le 11 septembre. Quelque chose se joue avec le 11 septembre, c'est la dichotomie guerre et paix est brouillée. Le couple guerre et paix est brouillé, puisqu'on n'est pas en guerre et on l'est d'une certaine façon. Donc voilà, ça se déconstruit. Il y a quelque chose qui... Donc la déconstruction, c'est un peu comme un redécoupage électoral. Il y a quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui se reconstruit. Et donc, pour penser toute réalité, hein, qu'il s'agisse du pardon, de l'hospitalité, du terrorisme, du droit, de la démocratie, Jacques Derrida va essayer de prendre en compte cette dimension qui est la dimension de la déconstruction, en fait. Et notamment, ce qui est intéressant à souligner, c'est son rapport au couple. Il va interroger les couples en disant que toute la métaphysique occidentale, si vous voulez, toute la philosophie occidentale depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, hein, eh bien, fonctionne par couple. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème, après tout, que ça fonctionne par couple? C'est même quelquefois plus facile pour entrer dans une pensée quand ça fonctionne par couple. Par exemple, l'âme et le corps, le masculin, le féminin, le spirituel, le temporel, etc. Mais ce qu'il remarque, c'est quelquefois, il n'y a pas de place pour quelqu'un qui serait ni dans l'un ni dans l'autre. Enfin, une réalité qui serait ni dans l'une ni dans l'autre. Et puis, il y a aussi parfois une hiérarchisation. Et là, vous pouvez relire la pensée philosophique occidentale à partir de cette simple approche, à savoir que lorsqu'il y a des concepts, prenez Platon, le corps, l'âme, prenez d'autres auteurs comme ça, il y a toujours une des dimensions qui a plus de place, plus d'importance en quelque sorte, donc il y a une hiérarchisation. Donc il interroge cela. Il l'interroge, et on pourrait dire que Spivak en fait de même, avec d'abord, on repère les couples conceptuels évidemment, hein, on repère les couples, et puis on essaie de repérer aussi quelle est la hiérarchie dans ces couples, quel est le couple qui est valorisé. Par exemple, quand on lit Platon, l'âme et le corps, vous voyez bien que c'est moins le corps qui est important. Hein, c'est le fameux soma sema, ça veut dire le corps prison en fait. Hein. Mais c'est moins le corps que l'âme qui est important. Et toute cette philosophie va être, quand même Socrate, lorsqu'il dit connais-toi toi-même, et le souci de toi-même, etc., on voit bien que c'est le souci de ton âme en fait. Hein. D'autres traditions, Spinoza, Nietzsche, etc., vont renverser le processus en disant c'est le corps, il faut repartir du corps. Personne ne sait ce que peut un corps, comme dira Spinoza. Hein. Donc on voit bien que selon les traditions philosophiques, il y a une insistance sur l'un et sur l'autre. Et donc on va, dans ce processus-là, repérer la hiérarchie, et puis ensuite la renverser pendant un temps pour dire, tiens, si finalement ce qui est mis de côté, on le mettait en relief, qu'est-ce que ça donne? Et puis après, on essaie de proposer autre chose. Je prends un exemple tout simple. Lorsque il y a eu
des tensions dans les banlieues, comme il y a eu en 2005 de façon plus radicale. Beaucoup ont dit mais il faudrait remettre la politique des grands frères, etc. Et donc on insistait sur la fraternité. Et certaines jeunes filles ont dit mais vous êtes en train de réinstaurer un certain machisme au sein de nos cités, parce que de fait c'était la fraternité, c'est penser le lien social à partir d'un pôle qui est le pôle masculin. On voit bien que fraternité, c'est masculin, c'est pas sororité. Et donc, voilà, la déconstruction permet de regarder ce qui est à la marge. Et notamment, je ne rentre pas évidemment dans le cœur, ce qui demanderait tout un développement, mais quand Spivak fait le travail de déconstruction, c'est aussi pour regarder, par exemple, les femmes du tiers-monde. Les femmes du tiers-monde. On a parlé pendant tout un temps de libération d'un peuple, par exemple en 1947 avec l'indépendance de l'Inde. Certaines catégories sociales se sont émancipées, mais les femmes avaient joué un rôle, mais que sont-elles devenues? Qu'est-ce que l'histoire en a retenu, etc. Donc elle a eu partie liée avec les subaltern studies, et en fait les études des historiens sur les subalternes. Elle reprenait le terme de Gramsci, en fait, les subalternes, les personnes qui sont mises de côté. Et Spivak va insister sur cette notion justement de marge, de prise en compte des marges, et aussi en posant la question dans un texte qui va devenir célèbre et qui va être traduit dans beaucoup de pays, les subalternes peuvent-elles parler? Les subalternes peuvent-elles parler? Où elle prend des exemples du Satie, etc. Bon, je passe le détail. Donc, deuxième figure, Gayatri Chakravarty-Spivak, avec la même dynamique que Derrida, c'est-à-dire une conception de l'identité qui est aussi processus et une prise en compte des marges. Une prise en compte des marges, de ceux ou de celles dont on ne parle pas, que l'on ne voit pas forcément, en fait. Et puis le dernier, Homi Bhabha. Homi Bhabha, c'est une figure aussi tout à fait intéressante qui va être marquée par Saïd, que j'évoquais tout à l'heure, qui va lire Jacques Lacan, Michel Foucault, qui va s'intéresser à différentes disciplines. Donc elle est vraiment une traversée des disciplines, et professeur à Harvard, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Et lui aussi, il questionne les oppositions binaires, qui contribue selon lui à figer les identités, Par exemple, le centre et la marge. Par exemple, le civilisé et le sauvage. Vous voyez, éclairé et l'ignorant. Ceux qui auraient le savoir et puis ceux qui ne seraient rien, etc. Vous voyez, donc, ce sont aussi, ça fonctionne comme ça. C'est des couples aussi qu'on retrouve. Je vous renvoie au Maître ignorant de Rancière, en fait. Donc, vous voyez, il y a cette mise en question des disciplines, on pourrait dire, des disciplines, qui fait qu'il y a une épistémologie indisciplinée, si je puis dire, puisqu'elle traverse la littérature, etc. Et puis aussi une volonté d'interroger la société avec ses dichotomies ou ses séparations, et d'où l'idée de refaire une autre approche, d'appréhender autrement la postcolonialité, en disant que le postcolonial, ça ne veut pas dire ce qui est après, mais que le postcolonial, c'est une situation qui est plutôt au-delà du colonial. Comment on peut essayer de penser au-delà du colonial, mais sachant que finalement, on est dans l'hybridité, on est dans la dissonance, et donc il y a tout un vocabulaire qui veut donner sa place aux femmes, aux colonisés, aux groupes minoritaires, aux marginaux, etc. Mais en sortant des analyses de classe comme ça a pu être fait dans d'autres approches, en fait. Alors bon, je vais pas trop développer par rapport à cette philosophie-là, mais vous pouvez retenir, c'est sans doute un auteur aussi assez solide, c'est difficile quelquefois, vous peut-être mieux carrément aller le lire en anglais, parce que les traductions, c'est un auteur qui est réputé difficile, mais je ne veux pas décourager non plus, parce que c'est un auteur stimulant qui croise aussi avec la psychanalyse et qui donne à penser sur une autre approche de l'identité. Et notamment une identité qui est aussi proche de la question du processus que j'ai évoqué tout à l'heure, donc une approche justement qui sort d'une logique fixiste de l'identité.
Peut-être j'y reviendrai parce que le fait l'ouvrage d'Elisabeth Roudinesco, Soi-même comme un roi, me laisse quelques interrogations sur les lectures rapides d'Homi Bhabha, mais bon, peut-être qu'on pourra y revenir, mais plutôt dans l'échange avec vous. Si on se résume, en fait, on peut dire, Saïd va mettre en valeur la notion d'identité d'exilé. D'ailleurs, il souligne la notion de contrepoint. Il fait des lectures contrapuntiques, en fait. C'est en écho à Bach, en fait. Sur la musique de Bach, vous savez, il y a toujours un double registre. Et d'une certaine façon, on peut dire que c'est pareil pour l'exilé. L'exilé, il entend sa musique intérieure, c'est celle à la fois du pays dans lequel il est, mais aussi du pays dont il vient. Il y a quelque chose qui se joue, qui, lorsque c'est travailler, dépasser, est une richesse en fait, et peut apporter aussi beaucoup pour le pays qui accueille. Deuxième dimension, Spivak, deuxième auteur Spivak, elle va insister sur une identité qui est non réductible à l'image que l'on s'en fait, une identité plutôt comme processus. Et là, c'est évidemment, elle est très derridienne, même si elle pointera quelques postures critiques. Et puis le troisième, c'est Homi Bhabha qui va insister sur la notion d'hybridité. Donc vous voyez que derrière ces auteurs de référence, nous n'avons pas affaire à des intellectuels ou des philosophes, enfin ce sont au moins les principaux ici, qui développeraient une approche identitariste, si je puis dire, fermée, close sur elle-même. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a critique de l'orientalisme, Edward Said ne veut pas non plus donner la vérité sur ce que serait l'Orient. Pas plus qu'il ne voudrait donner la vérité sur ce qu'est l'Occident, en fait. Ce sont des manières de nommer des réalités qui sont historiquement différentes, avec une diversité très très importante, tant sur le plan religieux que social, culturel, etc. En fait. J'en viens à... et je développe quelques éléments sur la question décoloniale, parce que pour comprendre peut-être le décrochage qu'il peut y avoir à ce moment avec certaines théories qui peuvent mériter une posture critique ou une réflexion critique. Quand on évoque le décolonial au sens où les études décoloniales latino-américaines, il y a énormément de choses très très intéressantes parce qu'on apprend sur soi-même, quand on est occidental comme moi, on apprend sur soi-même la manière dont on nous lit. Et je pense que quelqu'un comme Paul Ricoeur nous avait beaucoup aidé dans ses derniers travaux lorsqu'il disait qu'il fallait qu'on apprenne à se laisser raconter par l'autre. Et en l'occurrence, l'autre qui vient d'un autre pays, qui est éventuellement un pays qui a été colonisé, etc. Donc apprendre à se laisser raconter par l'autre, et puis entrer en débat sur nos mémoires blessées, partagées quelquefois, en fait. Donc il y a énormément de choses très très intéressantes, malheureusement peu traduites en France pour l'instant, du courant décolonial. Mais il y a aussi une réception du courant décolonial, et parfois une réception militante du courant décolonial, qui, sous certains aspects, est problématique, et je vais en dire deux mots. Notamment, vous avez, au regard de certains courants, alors le parti des indigènes de la République, peut-être avez-vous entendu parler, qui a une réflexion théorique intéressante, stimulante, enfin qui mérite vraiment d'être écoutée mérite que l'on entre en débat, mais certaines figures de ce courant-là développent certaines approches de l'identité qui, à mon sens, sont problématiques. Et là, on peut bien sûr discuter. Premier élément, et je vais développer après, le premier élément consiste à insister sur l'identité raciale, Et ça fait partie justement de ce retour à l'intérieur de l'espace public français de la thématique de la race. Et on voit bien qu'on est très sensible, notamment en France, par rapport à ces questions-là. Donc ça remet
l'éclairage, si je puis dire, sur la thématique de la race, mais je dirais tout à l'heure en quoi ça peut être problématique. Ça ne veut pas dire qu'il faille complètement gommer ce terme-là, mais à condition qu'on l'entende évidemment pas au sens génétique, mais au sens d'une construction sociale. Donc, premier élément. Deuxième élément, une approche plutôt distanciée par rapport à tout ce qui relèverait d'un croisement des différences. Et là aussi, j'en toucherai deux mots, et notamment une critique, en fait, carrément des mariages mixtes. Et puis, troisième élément, une approche que j'appelle monofocale de l'identité, c'est-à-dire focalisée sur un aspect de l'identité. Et ça reviendra, et j'essaierai de développer dans les derniers points, mais je regarde mon partenaire, je tiendrai compte de l'horaire pour qu'on puisse échanger, parce que c'est ça qui m'intéresse d'échanger avec vous. Mais ça me permettra de développer quelques éléments de ce que j'entends par identité, comment on peut l'apprendre peut-être pour s'affronter sans se massacrer, pour utiliser l'expression des collègues convivialistes. Donc, premier point que j'ai évoqué, développé par exemple quelqu'un comme Ouria Boutedja, qui est quelqu'un qui a défendu un certain nombre de positions qui parfois sont justes. Elle pointe un certain nombre de questions par rapport à la société française qu'il faut que l'on puisse entendre. Et puis, à d'autres moments, me semble problématique, mais là aussi nous pourrons débattre, en l'occurrence lorsqu'elle reprend des formules comme français de souche, qui nous renvoie à une conception substantialiste de l'identité. Lorsqu'elle place l'identité avec d'un côté les Blancs et de l'autre côté les indigènes. Et là, évidemment, on voit bien que lorsqu'il y a cette idée que l'ennemi principal, c'est le Blanc, on entend bien qu'il y a des nuances quelquefois. C'est-à-dire que, par exemple, quand Jacques Derrida parlait de la mythologie blanche, on voit bien, ou que d'autres auteurs parlent de l'ignorance blanche, on voit bien que le fait d'être blanc, et moi je l'ai expérimenté en circulant avant le Covid, où je circulais beaucoup dans le monde et avec des collègues africains, je vois bien qu'on n'est pas toujours perçu de la même façon quand on passe des frontières. Donc je crois que ça m'aide à prendre conscience d'un certain nombre de situations de ma blanchitude, si je puis dire. Mais à certains moments, on pourrait croire que cette substantialisation est tellement forte qu'elle ne favorise pas l'échange, l'interaction et le questionnement des formes de domination, mais qu'elle contribue à développer une forme de haine de l'autre qui ne va pas nous aider à avancer au sein de notre société. Deuxième élément, cette approche-là consiste à ne pas comprendre le métissage et à même remettre en cause le métissage parce que justement, par exemple, les couples mixtes conduiraient à des formes de domination. On reproduirait les dominations qui ont existé. Alors c'est vrai, des gens comme Bourdieu ont bien montré que lorsque un Français et un Algérien parlent ensemble, c'est toute l'histoire de la France et de l'Algérie qui est mobilisée d'une certaine façon. Et on le voit il n'y a pas si longtemps quand, au-delà de ce pays-là, lorsqu'il y a un match de football entre tel pays, en l'occurrence la France, et puis un pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, comme il y a eu il n'y a pas longtemps, comment voilà, quelque chose se joue de notre histoire commune. Et je dirais pour le meilleur et pour le pire parfois. Et donc là, il y a une méfiance par rapport au mariage mixte parce qu'il y aurait une forme de domination. Mais à ce moment-là, on pourrait dire, si on pousse la critique au maximum, on peut aussi dire qu'il ne faut plus que les hommes et les femmes se marient parce qu'on est marqué par une société patriarcale, androcentrique, qui fait qu'il y a des formes de domination qui existent depuis longtemps et formes de domination qui sont questionnées aujourd'hui, qui avancent grâce à des courants justement féministes notamment et qui nous aident, nous, hommes, à prendre de la distance et à peut-être réaménager ensemble, conjointement, la société vers plus d'égalité. Donc je pense que cette sorte d'inquiétude par rapport au mélange interculturel me pose problème parce que je crois qu'on avancera aussi par ce croisement et par cette confrontation, mais confrontation joyeuse, si je puis dire. Dernier élément, nous avons affaire à une critique de la notion d'intersectionnalité. Alors je rappelle, vous savez que l'intersectionnalité, c'est le fait de dire qu'une personne va pouvoir
va cumuler en quelque sorte plusieurs formes de discrimination. Par exemple, être une femme, avoir la peau noire, être de milieux défavorisés, eh bien, ces différentes dimensions sociales, raciales, je mets des guillemets si vous voulez, et puis de genre, eh bien, vont se cumuler en quelque sorte. Or, certains auteurs, je pense à Norman Ajari, qui est pourtant une grande figure aussi de la pensée décoloniale, en France et aux États-Unis, il enseigne là-bas maintenant, qui est un penseur que je prends au sérieux, qui a écrit sur la dignité, je pense tout à fait intéressant, mais qui développe finalement une approche qui consiste, me semble-t-il, alors d'une part à critiquer cette intersectionnalité et à se focaliser uniquement sur une dimension qui serait la dimension de race, en fait. Et ce qui, à mon sens, là aussi, est problématique. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'idée un peu qu'on peut se faire de la notion d'identité. Donc voilà, pour dire que voilà, j'essaie de faire un pas de côté pour donner à entendre qu'il y a des choses très très intéressantes, très stimulantes chez les penseurs postcoloniaux et chez les penseurs décoloniaux, qu'il faut aller voir les auteurs eux-mêmes. Peut-être que certaines approches journalistiques peuvent nous aider à entrer plus pédagogiquement, mais parfois elles sont caricaturales, et donc je crois que c'est important d'aller voir les auteurs eux-mêmes. Et puis en même temps de rester évidemment l'esprit critique, de prendre à distance, de dire ça je prends, ça me paraît vraiment intéressant et ça m'interroge sur même ma propre identité. Et puis ça, en revanche, je suis plus critique et voilà pour les raisons pour lesquelles je suis critique. Je termine tout du moins le dernier point, je serai plus court pour le dernier point pour que nous puissions échanger. J'aimerais justement aborder la question de l'identité, mais j'y suis toujours en fait. Mais qu'est-ce que j'en déduis finalement de cette réflexion? Et alors on pourrait se poser des questions toutes simples. Pourquoi doit-on s'identifier? Pourquoi doit-on s'identifier? Pourquoi faut-il revendiquer une identité? Est-ce que l'identité n'est pas déjà le problème en fait, C'est vrai que si on prend Amin Maalouf, ce fameux livre qu'il avait écrit qui disait les identités meurtrières, où il distinguait identité, appartenance, etc., on pourrait dire, est-ce qu'il ne faut pas prendre les choses un peu autrement? C'est-à-dire que simplement se dire, il faut fonder la société sur des singularités quelconques, mais jamais sur une identité bien précise, en fait. Je pense à Agamben, si vous connaissez ce petit texte, philosophe italien. Moi, je pense que le problème, il est peut-être de trouver plutôt un juste milieu. En fait, il faut bien s'identifier. En vrai, par exemple, ne serait-ce qu'entre parents et enfants. On voit bien que si on ne s'identifie plus et qu'on est au même niveau, que parents, les enfants, ils sont copains-copains, on voit bien que ça pose un problème en termes d'éducation. Et ça, c'est dans toutes les relations humaines. Donc, savoir s'identifier et puis identifier autrui, mais sans l'enfermer. Et peut-être qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est celui de la substantialisation de l'identité. C'est qu'en fait, l'autre est toujours le même. Je l'ai identifié comme étant comme ça et il va rester le même et je vais peut-être même enfermer son identité dans mes propres représentations, dans les idées que je m'en fais. Et c'est évidemment un problème parce qu'on est toujours en interaction, en mouvement, on évolue, on change, on rencontre d'autres personnes et ça nous fait nous transformer. Et puis l'autre approche peut-être problématique, c'est celle qui appréhende l'individu comme quelqu'un qui flotte librement d'un rôle à l'autre, en fait. Alors, ce que Bauman appellerait la société liquide, mais on pourrait dire l'identité liquide, en fait. Je choisis un peu comme dans le supermarché les identités qui me conviennent, et puis, voilà, je passe de l'une à l'autre, etc. Mais finalement, je n'ai plus d'assises, en fait. Et donc, on voit bien que ce que j'essaie de penser, mais avec d'autres qui ont déjà beaucoup travaillé ces questions-là, c'est comment appréhender la question de l'identité. Toujours avec ce que j'ai à l'esprit, c'est évidemment la question postcoloniale. Donc derrière, c'est aussi les questions du racisme, c'est la question du rapport à l'autre, c'est la question de l'altérité. Comment je pense cette identité en essayant de me dire que cette identité doit être au service de la rencontre des personnes entre elles,
du vivre ensemble, donc de la coexistence, non seulement de la coexistence d'essence, mais aussi du sens de la coexistence, hein, et que cette approche-là doit justement se faire avec une certaine distance, et je prends 5 points qui me semblent importants pour penser cette identité. Premier élément, là je m'appuie un peu sur Paul Ricoeur pour le début. Premier élément, il y a une partie qui relève de l'involontaire. Il y a une partie qui relève de l'involontaire. C'est en fait, je nais dans une situation sociale précise. Je nais dans une culture précise. Je nais à une époque. Ce n'est pas la même chose de naître dans les années 50, quand il n'y avait pas l'ordinateur, quand il n'y avait pas le smartphone dans sa poche, etc., et aujourd'hui. Donc voilà, on est dans un contexte, on est en condition. Nous sommes des êtres de condition, dans une condition sociale. Et puis, il y a le patrimoine génétique. Je ne peux pas dire, d'un coup, du jour au lendemain, je vais changer mon patrimoine génétique. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'involontaire. Je reçois quelque chose de l'ordre de mon identité, par mes parents, par le fait de naître dans une société donnée, de m'inscrire dans une histoire qui me dépasse largement. Et en ce sens-là, je ne suis pas comme la personne dans le supermarché qui va dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais choisir comme identité aujourd'hui ?» Deuxième dimension, l'identité, elle relève aussi d'un acte de volonté pour se maintenir en quelque sorte le même dans le temps. Comme par exemple la promesse. Vous partez 1 an à l'étranger, puis vous revenez, et vous aviez dit à vos amis, je te promets de venir te voir. Et donc là, vous revenez, et vous êtes le même, en fait. Hein. Vous avez peut-être changé de langue entre-temps, vous avez rencontré d'autres personnes, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une continuité dans le temps qui se fait. Donc la continuité dans le temps se fait comme relevant de l'involontaire, mais aussi comme relevant du volontaire. Et puis, il y a aussi le fait que nous sommes des êtres qui nous racontons des histoires. Et nous structurons notre identité par le fait même de raconter les histoires. Donc toute cette dimension-là de récit, de ce que certains appellent l'identité narrative, contribue à structurer notre identité. Et donc fait aussi qu'à certains moments, on ne va pas raconter tout à fait la même histoire sur les événements blessants, sur les événements joyeux que nous avons vécus. Selon la posture, l'époque que l'on vit, la situation que l'on vit, professionnellement, amoureusement, etc., on va raconter des choses différemment. Donc, ça veut dire qu'il y a du mouvement déjà par rapport à ça. Autre élément, c'est que nous sommes, je dirais, empêtrés dans des contextes. En fait, le contexte, c'est ce qui préside à la formulation d'une parole. Hein. En fait, une parole va prendre sens dans un contexte, mais c'est plus que ça. Je suis habité par des contextes qui me traversent d'une façon ou d'une autre. Le fait d'être né dans telle ville, dans tel ou tel pays, dans tel ou tel type d'habitation, ça structure aussi mon rapport au monde et mon identité. Mon contexte, je l'habite en quelque sorte. Non seulement je suis empêtré dans des histoires, mais je suis empêtré dans des contextes. Et puis, autre point, si je puis dire, hein, c'est que l'identité, c'est aussi ce vers quoi je tends. C'est aussi ce vers quoi je tends. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi mon imaginaire. Ce n'est pas quelque chose qui est clos et fini, terminé, mais c'est quelque chose vers quoi je tends, en fait. Ce que j'ai envie de devenir, ce à quoi je m'identifie, les valeurs qui sont les miennes et vers lesquelles je tends et dont j'essaie de vivre en plus avec une certaine cohérence, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité est aussi quelque chose qui est l'ordre du devenir, est aussi en devenir, en fait. Alors, quelques mots pour terminer, puis entrer dans la discussion. Je dirais que, évidemment, il faut essayer de sortir du repli de soi, même si quelquefois il peut prendre les formes de solidarité. Il y a des formes de solidarité qui sont des enfermements, hein, ce que Hannah Arendt appelait l'acosmisme de fusion. Hein. On vit dans un groupe qui est solidaire, mais c'est au détriment des autres, hein, en disant c'est nous, mais qu'est-ce que font les autres chez nous, etc. Hein. Donc, premier élément, c'est au contraire penser les formes de solidarité en s'ouvrant à d'autres lieux culturels, d'autres formes de vie. L'identité, c'est quelque chose qui doit accepter de se déplacer. Donc, pas simplement honorer l'altérité de l'autre, mais savoir entrer dans une forme d'altération, c'est-à-dire accepter de bouger, de se déplacer. C'est pas se transformer, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est quand même évoluer, accepter que l'autre porte aussi une certaine part de vérité.
Deuxième élément, là où on va avoir tendance à durcir ou à substantialiser les identités, penser en termes de processus, d'échange, de relations, d'interaction, de confrontation. Bien sûr, quand je dis confrontation, il peut y avoir des modes de conflictualité. Dans l'éducation, il y a de la conflictualité. Dans les relations interculturelles, il y a aussi de la conflictualité. Mais comme le disait bien, comme le disent un certain nombre d'auteurs, de philosophes, la démocratie, c'est justement un espace qui nous est donné pour la verbalisation des conflits. Et donc, profitons. Il ne s'agit pas d'être toujours dans le conflit, mais de pouvoir le traverser. Et puis, être soi, ou l'identité, ça n'est jamais quelque chose... Bon, évidemment, il y a cette dimension d'interaction, mais ça n'est jamais quelque chose d'unique. Il y a aussi une multiplicité. Nous sommes des multiplicités. J'évoquais tout à l'heure la notion de pensée postcoloniale qui sont plurielles. Nous sommes aussi, comme disait Michel Serres, des arlequins. En fait, hein. Donc, il y a aussi cette diversité. Alors, je terminerai pour qu'on puisse maintenant échanger. J'ai cité à différents moments la pensée de Paul Ricoeur, qui est un auteur qui, pour moi, du dialogue, de l'échange, de la confrontation et aussi de l'identité. Je pense notamment à Soi-même comme un autre, un ouvrage vraiment extraordinaire. Et ce philosophe-là disait, je pense que ça peut nous servir pour penser la question de l'identité. Le plus court chemin de soi à soi, c'est l'autre. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.